En 2025, un événement majeur a perturbé l'équilibre économique mondial. Les exportations africaines vers l'Europe ont commencé à décroître de manière marquée, tandis que la valeur des ressources naturelles du continent, telles que le cobalt, l'or et l'uranium, a atteint des sommets historiques. Cette inversion de tendance, impulsée par des leaders comme Ibrahim Traoré, a bouleversé les dynamiques géopolitiques traditionnelles. Pourquoi cet impact est-il si significatif ? Quelles conséquences pour l'avenir de l'Afrique et du reste du monde ? Ibrahim Traoré incarne cette nouvelle ère où l'Afrique cesse de dépendre des anciennes puissances et commence à imposer ses propres règles économiques. Ce changement radical, porté par des figures comme Ibrahim Traoré, va bien au-delà de simples ajustements économiques. C'est une reconfiguration complète des rapports de force entre l'Afrique et le reste du monde. L'Afrique n'est plus seulement un fournisseur de matières premières, mais un acteur central qui décide des termes de l'échange. En suspendant les exportations de cobalt ou en imposant des conditions strictes sur les matières premières, les pays africains, sous la direction de leaders comme Traoré, remettent en question l'ordre établi. Ces décisions, prises au cœur du Sahel et du golfe de Guinée, ont des conséquences profondes pour l'avenir des marchés mondiaux. Les gouvernements européens et américains habitués à dicter les règles du jeu se retrouvent contraints à réagir face à cette nouvelle dynamique. Les enjeux sont clairs. Il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, mais de l'équilibre économique mondial. En prenant le contrôle de ses ressources et de ses valeurs, le continent africain s'affirme enfin comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Le tournant économique de 2025 a été marqué par un événement qui, au départ, semblait anodin: la suspension des exportations de cobalt par la République démocratique du Congo. Ce geste, pourtant simple en apparence, a eu des répercussions profondes et immédiates sur les marchés mondiaux. En quelques jours, le prix du cobalt a triplé, déclenchant une réaction en chaîne qui a secoué les fondements même du commerce mondial. Pourquoi ce basculement soudain ? Parce que l'Afrique, longtemps considérée comme un simple fournisseur de matières premières, a décidé de changer les règles du jeu. En exigeant que les ressources soient raffinées localement et que des infrastructures de transformation soient installées sur le sol africain, le continent a imposé un nouveau paradigme. La valeur doit être retenue là où elle est créée. Cette transformation a été impulsée par des leaders comme Ibrahim Traoré, dont les actions ont eu un impact considérable au-delà de son pays, le Burkina Faso. Traoré, avec d'autres figures du Sahel, a commencé à remodeler les relations économiques en remettant en cause l'ordre ancien, où l'Europe dictait les termes des échanges. Ce basculement a révélé une vérité longtemps ignorée. L'Afrique ne dépend plus de l'Europe pour sa croissance. Au contraire, c'est l'Europe qui doit désormais s'adapter à la nouvelle dynamique imposée par le continent africain. Dans ce contexte, les décisions économiques prises par les pays africains sont bien plus que des gestes isolés. Elles font partie d'une stratégie collective qui vise à redéfinir le rapport de pouvoir entre le Nord et le Sud. Le Congo, le Ghana et d'autres pays ont lancé un signal fort. L'Afrique est prête à affirmer sa souveraineté économique. Ce changement n'est pas un simple ajustement, mais bien une rupture avec des siècles de domination économique et politique. Ibrahim Traoré, bien que jeune, s'est rapidement imposé comme une figure centrale de cette transformation. Son influence dépasse les frontières du Burkina Faso, où il a d'abord marqué les esprits par ses prises de position audacieuses et sa volonté de bousculer l'ordre établi. Traoré incarne cette nouvelle génération de dirigeants africains qui, loin des dépendances historiques, cherchent à redéfinir les rapports économiques avec l'Europe et au-delà. Son discours, qui résonne profondément dans le Sahel et au-delà, met en lumière la nécessité pour l'Afrique de prendre en main ses ressources naturelles et de ne plus se contenter de jouer le rôle de fournisseur de matières premières. L'impact de ses actions se fait sentir au-delà de son propre pays. En 2025, son engagement a fait écho dans plusieurs capitales africaines, inspirant d'autres leaders à suivre sa voie. La suspension des exportations de cobalt par la République démocratique du Congo, ainsi que l'interdiction de l'exportation d'or non raffiné par le Ghana, ont eu des conséquences considérables. Ces décisions ont non seulement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais ont aussi envoyé un message clair. L'Afrique entend désormais dicter les règles du jeu. Traoré et ses alliés ont ainsi ouvert la voie à une série d'initiatives qui redéfinissent les stratégies économiques du continent.
Les répercussions de ces actions ont été immédiates. Les gouvernements européens ont été contraints de revoir leurs politiques économiques et de négociation face à une Afrique qui n'hésite plus à imposer ses conditions. Ce moment, porté par des figures comme Ibrahim Traoré, marque un tournant décisif dans l'histoire économique du continent où la souveraineté et la capacité de négociation deviennent les nouvelles priorités. Le basculement économique africain s'est intensifié en 2025, déclenché par une série d'événements géopolitiques et économiques qui ont perturbé l'équilibre mondial. Le premier choc a eu lieu lorsque la République démocratique du Congo a annoncé la suspension de ses exportations de cobalt, un métal crucial pour les industries technologiques mondiales. Cette décision a non seulement provoqué une flambée des prix du cobalt, mais a aussi révélé la vulnérabilité du système économique mondial qui dépend fortement des matières premières africaines. En quelques jours, la situation a exacerbé les tensions entre l'Afrique et ses anciens partenaires commerciaux européens. Les répercussions ont été immédiates. Les bourses mondiales ont vacillé, les industriels européens ont tiré la sonnette d'alarme et les économistes ont réévalué les chaînes d'approvisionnement mondiales. La décision de Kinshasa a obligé l'Europe à se rendre compte qu'elle n'avait plus le contrôle sur des ressources dont elle était autrefois la seule bénéficiaire. À la même époque, le Ghana a pris une mesure similaire en interdisant l'exportation d'or non raffiné, forçant les investisseurs à revoir leur stratégie. Ce mouvement simultané de pays africains a agi comme un catalyseur, un signal clair que l'Afrique ne se contentait plus de remplir un rôle subalterne dans l'économie mondiale. L'époque où l'Afrique restait une simple source de matières premières bon marché semblait révolue. Le tournant s'est accentué avec la décision de plusieurs pays ouest-africains de suspendre leurs réserves libellées en euros. En un clin d'œil, plus de 30 milliards de dollars ont été transférés de l'euro vers d'autres devises, principalement vers le yuan et le franc CFA. Cette annonce a secoué les marchés financiers mondiaux. L'Union européenne, prise de court, a vu la valeur de l'euro chuter, tandis que l'industrie automobile allemande a averti d'une possible pénurie de métaux critiques. Les ministères européens ont multiplié les réunions d'urgence, cherchant des solutions pour faire face à cette nouvelle donne. Pendant ce temps, les capitales africaines se sont affirmées comme les centres de décision du XXIe siècle. Le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont renforcé leurs relations économiques, consolidant des alliances stratégiques qui s'opposaient à la domination historique des anciennes puissances coloniales. Ces pays ont commencé à négocier ensemble, en particulier dans le secteur minier, imposant de nouvelles conditions aux investisseurs étrangers. La création de raffineries locales, les audits des entreprises minières et la hausse des exigences de participation nationale ont forcé une transformation de l'industrie. L'intensification de ces actions africaines a provoqué des effets d'entraînement. Les investisseurs, qui pensaient pouvoir ignorer ces mouvements, ont dû repenser leur stratégie. L'Europe, de son côté, a dû accepter de négocier dans des conditions moins favorables qu'auparavant. Ce phénomène a été observé dans de nombreux secteurs. Du pétrole aux métaux rares, chaque ressource extraite d'Afrique est désormais une pièce clé du puzzle mondial. Les décisions prises par Ibrahim Traoré et d'autres leaders africains ont finalement bouleversé le statu quo économique mondial. La suspension du cobalt, l'interdiction de l'or non raffiné et la réorientation monétaire sont des actes qui ont montré à la communauté internationale que l'Afrique ne se contenterait plus de gérer ses ressources sans les valoriser localement. Ces événements ont initié un mouvement imparable. L'Afrique prend le contrôle de son destin économique et, avec l'aide de figures politiques comme Traoré, réécrit les règles du jeu mondial. Les événements de 2025 ont apporté des changements quantifiables qui soulignent l'ampleur du basculement économique de l'Afrique. Le plus frappant de ces changements a été l'impact immédiat de la suspension des exportations de cobalt par la République démocratique du Congo. En quelques jours, le prix du cobalt a triplé, une hausse historique qui a montré à quel point l'Afrique était désormais au centre du jeu économique mondial. Avant cette décision, l'Europe contrôlait la majorité des chaînes d'approvisionnement du cobalt, un métal stratégique pour la production de batteries et l'industrie technologique. Mais dès que l'accès à cette ressource a été limité, les marchés mondiaux ont réagi instantanément. Le prix du cobalt a atteint 90 000 $ la tonne, un bond de 200% en l'espace de quelques jours.
Cette hausse a secoué les économies européennes, notamment en Allemagne et en France, où l'industrie automobile a exprimé des préoccupations majeures concernant la pénurie imminente de métaux. En parallèle, l'impact de la décision du Ghana d'interdire l'exportation d'or non raffiné a également été ressenti dans les secteurs financiers mondiaux. L'or, comme le cobalt, est une ressource clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'interdiction du Ghana a provoqué une forte réaction des marchés financiers. Le prix de l'or a grimpé de 15% en seulement une semaine. Les analystes ont revu leurs prévisions de croissance économique mondiale, mettant en évidence la dépendance de l'Europe à l'égard des matières premières africaines. Ces augmentations de prix ont non seulement affecté l'industrie, mais ont aussi révélé une fragilité sous-jacente de l'économie mondiale, longtemps perçue comme stable et sûre. Un autre indicateur de ce basculement a été la suspension coordonnée par plusieurs pays africains de leurs réserves libellées en euros. Ce geste a impliqué le transfert de plus de 30 milliards de dollars en quelques heures, une opération sans précédent. Le transfert massif de ces réserves a eu un effet immédiat sur la monnaie européenne, entraînant une baisse de la valeur de l'euro de 5% en une journée. Cette décision a démontré que l'Afrique, par ses actions coordonnées, pouvait non seulement influencer les marchés financiers mondiaux, mais aussi redistribuer la puissance économique mondiale. L'impact sur les secteurs industriels européens a été direct. La hausse du coût des matières premières, notamment des métaux stratégiques comme le cobalt, l'or et l'uranium, a entraîné des hausses de prix pour les produits manufacturés, notamment dans l'automobile et l'électronique. Enfin, les données économiques ont révélé un autre aspect de cette transformation, la réorientation des flux commerciaux. Selon les dernières statistiques, les exportations africaines vers l'Asie et le Golfe ont augmenté de 25% en 2025, tandis que celles vers l'Europe ont diminué de 10%. Cette tendance met en évidence l'émergence de nouveaux partenaires commerciaux pour l'Afrique, qui privilégient désormais des accords plus équilibrés et moins dépendants des anciennes puissances coloniales. Ces changements se reflètent également dans la diversité croissante des investisseurs africains. Alors que l'Europe perd progressivement son rôle dominant, la Chine, l'Inde et les pays du Golfe ont investi massivement dans les infrastructures africaines, notamment dans les secteurs des mines, de l'énergie et des technologies. Ces preuves quantitatives indiquent clairement qu'une nouvelle ère économique est en train de naître pour l'Afrique, où la maîtrise de ses ressources naturelles et la gestion de ses réserves financières lui permettent de redéfinir les rapports de force mondiaux. Ces événements ont marqué une rupture historique et, au-delà des chiffres, témoignent d'un changement de paradigme fondamental. L'Afrique prend enfin en main son avenir économique. Dans le contexte de cette transformation économique majeure, il existe deux arguments opposés concernant la portée de ces changements africains. Le premier soutient que ces bouleversements ne sont que temporaires, des ajustements provoqués par des facteurs conjoncturels, tels que l'augmentation des prix des matières premières et les tensions politiques mondiales. Selon cette perspective, l'Afrique finirait par revenir dans le giron des puissances économiques mondiales traditionnelles, et l'équilibre des marchés serait rétabli une fois les turbulences passées. L'idée y était que l'Afrique, malgré ses actions audacieuses, ne serait pas en mesure de maintenir un contrôle stratégique sur ses ressources sans des soutiens extérieurs, notamment dans les secteurs technologiques et financiers où elle reste dépendante. Ce raisonnement repose sur la conviction que les relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique sont trop ancrées et que les mécanismes de pouvoir et d'influence européens sont suffisamment solides pour résister à cette pression croissante. Le second argument, plus nuancé, suggère que l'Afrique pourrait transformer cette dynamique en une opportunité de rééquilibrage à long terme, mais que cela nécessiterait une consolidation interne. Selon cette analyse, les actions des pays africains, telles que la suspension des exportations ou la réorientation de leurs réserves, sont des gestes significatifs, mais qui doivent encore être soutenus par des réformes économiques et politiques internes pour BE réellement durables. L'unité de l'Afrique serait alors mise à l'épreuve, car certains pays pourraient hésiter à rompre avec des systèmes financiers et politiques traditionnels qui leur apportent encore des avantages immédiats. Toutefois, les signes de solidarité croissante entre les pays africains, malgré les défis, sont perçus comme des indices positifs qui pourraient renforcer ce mouvement à long terme.
L'augmentation des partenariats avec des pays non européens, comme la Chine et les nations du Golfe, pourrait également fournir un soutien stratégique qui réduirait les dépendances anciennes. Ce qui rend cet argument encore plus pertinent, c'est l'émergence d'une nouvelle forme de leadership en Afrique, incarnée par des figures comme Ibrahim Traoré. Sa vision de la souveraineté économique et de l'autonomie des ressources africaines met en lumière une rupture fondamentale avec les anciennes pratiques. Cependant, ce changement ne se fera pas sans défi. Il est nécessaire de développer des structures économiques et politiques internes solides, d'encourager la coopération intra-africaine et de diversifier les sources de financement et d'expertise. Les initiatives pour développer des infrastructures locales, telles que les raffineries et les capacités de transformation, sont essentielles pour maximiser la valeur ajoutée et minimiser la dépendance aux acteurs extérieurs. En définitive, même si des voix sceptiques soulignent les obstacles internes et externes, les données et les mouvements observés dans les dernières années montrent que l'Afrique n'est pas simplement en train de réagir aux événements mondiaux, mais qu'elle façonne activement un avenir économique différent, plus souverain et plus équitable. Le tournant stratégique s'est cristallisé en 2025 lorsque les pays africains ont intensifié leurs actions collectives, unifiant leurs efforts pour redéfinir les rapports économiques mondiaux. Ce moment de rupture ne s'est pas seulement manifesté par des gestes isolés, mais par une série d'annonces coordonnées qui ont marqué un changement de paradigme. Ibrahim Traoré, par ses déclarations fermes et ses prises de position audacieuses, a symbolisé cette nouvelle dynamique. Mais il n'était pas seul. Le soutien croissant des autres nations africaines a permis d'atteindre un point d'inflexion. Ce n'était plus simplement une réponse à des pressions externes, mais bien une affirmation de l'autonomie africaine réclamant la redistribution de la valeur à l'échelle continentale. Les suspensions des exportations et la gestion des réserves en devises ont révélé une chose capitale. L'Afrique n'a plus besoin d'attendre la permission des grandes puissances économiques. L'interdiction du cobalt et de l'or brut a ouvert la voie à une nouvelle ère de négociation où les pays africains imposent leurs conditions, modifiant ainsi les flux commerciaux mondiaux. Ce n'était plus une simple réaction face aux inégalités du passé, mais un acte calculé visant à repositionner l'Afrique en tant qu'acteur incontournable sur la scène mondiale. Les conséquences de ces changements économiques ont été immédiates et se sont propagées à travers plusieurs secteurs, touchant à la fois les économies africaines et mondiales. D'un côté, les pays africains ont commencé à récolter les fruits de leur souveraineté accrue. Les initiatives visant à imposer des conditions strictes sur les matières premières ont permis à de nombreux États africains de renforcer leur position de négociation. L'Afrique a entamé un processus de diversification de ses partenariats en réduisant sa dépendance vis-à-vis de l'Europe. Ce rééquilibrage a permis une intensification des échanges avec des puissances non occidentales telles que la Chine, l'Inde et les pays du Golfe. Ces régions ont accueilli les ressources africaines avec des conditions plus favorables, en échange d'investissements dans des infrastructures locales, créant ainsi un cercle vertueux. Les pays africains, tout en tirant profit de ces nouvelles alliances, ont également vu un impact positif sur leur développement économique interne. Les projets de raffinage local et de transformation des matières premières ont stimulé l'industrialisation et la création d'emplois. Le Ghana, par exemple, a vu la création de nouvelles usines de transformation de l'or, ce qui a non seulement augmenté la valeur ajoutée sur le sol africain, mais a aussi permis de mieux contrôler la chaîne de valeur. Cela a conduit à une meilleure répartition des revenus tirés des ressources naturelles et à une plus grande autonomie économique. D'autre part, l'Europe a ressenti une pression croissante. La hausse des prix des matières premières a entraîné une augmentation des coûts de production, perturbant plusieurs secteurs industriels européens, notamment l'automobile et l'électronique. Les grandes entreprises européennes, déjà vulnérables face à la montée des prix, ont dû faire face à des pénuries et à des incertitudes sur l'approvisionnement. En parallèle, les tensions ont augmenté entre les puissances européennes et les pays producteurs africains, qui ont désormais l'avantage de la négociation. L'impact sur les réserves de change européennes a été particulièrement marqué, la baisse de l'euro ayant exacerbé les difficultés économiques au sein de l'Union européenne. Pour les populations africaines, l'impact a été contrasté.
Dans les zones urbaines, la transformation des ressources locales a stimulé la création d'emplois et un début d'industrialisation qui se faisait attendre depuis des décennies. La croissance économique, bien que modeste, a permis d'améliorer les conditions de vie de certains secteurs de la population. Cependant, les zones rurales ont ressenti une pression inflationniste, notamment à cause de l'augmentation des prix des matières premières et des changements dans les chaînes d'approvisionnement. Néanmoins, le sentiment dominant dans de nombreuses régions était celui d'une prise de pouvoir, où l'Afrique commence à dicter les termes de ses relations économiques. Les nouvelles dynamiques mondiales ont également eu un impact direct sur les multinationales qui ont dû ajuster leur stratégie. Les entreprises occidentales ont accéléré leur diversification géographique en cherchant à sécuriser des approvisionnements ailleurs qu'en Afrique de l'Ouest. Les ajustements nécessaires face à l'augmentation des coûts ont mis en lumière la fragilité du modèle économique global qui reposait trop longtemps sur une Afrique dépendante et passive. Ainsi, les conséquences des décisions africaines ont non seulement bouleversé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais ont aussi précipité un réalignement global où l'Afrique prend progressivement sa place en tant qu'acteur économique majeur. Ce changement structurel pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations économiques internationales, une ère où les pays africains ne se contenteront plus de suivre, mais où ils dirigeront les négociations. Dans les mois à venir, 3 scénarios distincts semblent se dessiner pour l'Afrique et ses relations économiques avec le reste du monde. Chacun de ces scénarios dépendra de la manière dont les pays africains géreront leur nouvelle position de pouvoir et de négociation. Le premier scénario, le plus optimiste, voit l'Afrique renforcer sa coopération intracontinentale. Dans ce cadre, plusieurs pays africains adoptent des politiques communes qui favorisent la transformation locale des ressources naturelles et la création de chaînes de valeur internes. L'Union africaine, en consolidant des accords commerciaux entre ses membres, crée un véritable marché commun, augmentant ainsi la résilience économique du continent. Les investissements étrangers affluent, mais dans des conditions plus favorables à l'Afrique. Le Ghana, le Mali et le Burkina Faso, parmi d'autres, deviennent des centres de transformation industrielle, et les accords avec la Chine, l'Inde et le Golfe deviennent de plus en plus bénéfiques, marquant la montée en puissance d'un bloc stratégique africain. Dans ce scénario, l'Afrique commence à se diversifier économiquement, se détournant lentement de sa dépendance aux matières premières et développant des industries locales et des infrastructures modernes. Le deuxième scénario, plus équilibré, voit une Afrique qui poursuit son évolution, mais de manière plus graduelle. Les tensions économiques mondiales continuent de se faire sentir, avec des hausses continues des prix des matières premières, mais sans transformation complète des rapports de force. Les pays africains poursuivent leurs initiatives pour prendre le contrôle de leurs ressources, mais les progrès sont plus lents. Des tensions internes apparaissent alors que certains pays africains, sous pression budgétaire, hésitent à aller de l'avant avec des réformes ambitieuses. Les acteurs européens, bien que vulnérables, ne cèdent pas complètement et des négociations difficiles s'engagent, mais la voie reste ouverte pour de futures avancées. Dans ce scénario, l'Afrique continue de s'impliquer dans la redéfinition de l'équilibre économique mondial, mais le processus est plus long et nécessite davantage de compromis. Enfin, le troisième scénario, plus difficile, implique une fragmentation des efforts africains. Certains pays, accablés par la dette et les défis économiques internes, choisissent de revenir à des relations plus traditionnelles avec l'Europe, signant des accords bilatéraux et renouant des liens économiques avec d'anciennes puissances. L'industrie africaine peine à se développer en raison de la résistance à la réforme et les tensions internes exacerbent les divergences entre les pays du continent. Dans ce scénario, l'Afrique n'arrive pas à consolider une stratégie unifiée et les initiatives de souveraineté économique sont affaiblies par les pressions externes et internes. Les répercussions mondiales restent limitées et l'Afrique, bien qu'encore un acteur clé, ne parvient pas à imposer une transformation radicale des rapports économiques mondiaux. Chacun de ces scénarios présente des défis distincts et des opportunités spécifiques pour l'Afrique. Toutefois, ce qui est certain, c'est que les actions entreprises aujourd'hui façonneront l'avenir du continent pour les années à venir.
L'évolution de l'Afrique dépendra non seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de sa capacité à s'unir, à se réformer et à construire un avenir économique basé sur l'équité et la souveraineté. Ce moment historique n'est pas seulement une question d'économie, de matières premières ou de négociations internationales. C'est aussi une invitation à réfléchir sur notre place dans le monde. Si l'Afrique prend le contrôle de ses ressources et impose ses conditions, qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant qu'individus, et pour nos sociétés? Ce qui se joue aujourd'hui dans les corridors des ministères africains et sur les marchés mondiaux a des répercussions bien au-delà des frontières du continent. Il s'agit de redéfinir les règles de l'échange, de la souveraineté et de l'autonomie. Pour ceux qui observent ce basculement, l'Afrique devient un modèle de résilience et de transformation. Il ne s'agit pas seulement de la prise de pouvoir par les États, mais d'une question plus large. Comment les citoyens, les entreprises et les acteurs individuels réagissent-ils face à ce changement ? Cette dynamique redéfinit notre compréhension de la coopération internationale. L'Afrique, autrefois perçue comme un acteur périphérique, se place désormais au centre de la scène et nous devons nous demander comment nous, en tant que société globale, allons répondre à ce tournant. Cela soulève des questions essentielles. Comment chacun de nous peut-il participer à cette nouvelle dynamique ? Quel rôle pouvons-nous jouer dans cette redéfinition des rapports de force économiques et sociaux ? Ce moment nous invite à repenser les modèles de dépendance, de coopération et de négociation qui ont longtemps structuré le monde. Nous sommes tous concernés par ce changement et chacun de nous, à son niveau, doit se positionner face à cette reconfiguration globale. Pour que ce basculement économique africain soit durable, il est impératif de suivre une série d'étapes stratégiques qui permettront de structurer cette dynamique et d'en faire une réalité pérenne. La première étape essentielle est d'harmoniser les cadres réglementaires à travers le continent. Les gouvernements africains doivent créer des politiques communes qui favorisent la transformation locale des ressources naturelles et la création d'industries locales. Cela passera par la mise en place d'un réseau de raffineries et d'infrastructures industrielles qui permettront de maximiser la valeur ajoutée sur le sol africain. L'harmonisation des règles commerciales et des partenariats stratégiques au sein de l'Union africaine doit également devenir une priorité. Ensuite, la création de capacités industrielles communes est cruciale. Les pays africains doivent investir massivement dans des projets d'infrastructures régionales qui soutiendront la production et la transformation de ressources naturelles. En mettant en place des centres de transformation locaux, comme ceux en cours au Ghana et en Zambie, l'Afrique pourra réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances extérieures tout en créant des emplois locaux. Ces projets permettront de stimuler l'industrialisation, de créer des emplois durables et d'attirer des investissements étrangers sous de meilleures conditions. La troisième étape sera le développement d'un système financier panafricain.